cette épreuve qui nous attend du côté de Las Vegas. Et alors, on nous vend du rêve, hein. Si vous allez sur le site officiel de la Formule 1, attention, c'est le Grand Prix de la décennie, du glamour, du rêve, un Grand Prix absolument incroyable avec des moyennes de vitesse qui vont défier celles de Monza. Je t'arrête, Gilles. Lewis Hamilton a dit il y a pile un an, ça va être la plus grande course de tous les temps, Voilà. carrément. Alors moi, ça me fait penser un petit peu à la hype qu'il y avait autour du 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Je crois que c'était en Chine en 2019. Et à l'arrivée, on a oublié tout de suite cette 1000e édition parce que c'était pas fou, tout simplement. Alors on va voir, vraiment, on jugera sur pièce, mais à l'arrivée. Exactement. Dimanche. Alors, on va parler de ce tracé d'un petit peu plus de 6 km 200 avec deux zones de DRS, deux détections. Mais on commence d'abord peut-être par parler des conditions météo, Stéphane, qui vont être loin d'être évidentes. D'abord en rapport avec les horaires très très particuliers. Parce que par exemple, la première séance d'essai libre, en fait, elle aura lieu, heure de Las Vegas, jeudi soir à 20h30. FP1, jeudi soir, 20h30. Ensuite, la deuxième séance d'essai libre, elle a lieu, alors ça dépend comment vous vous placez, soit jeudi soir à minuit, soit vendredi matin à 0h, comme vous voulez. Mais bon, déjà, ça, c'est quand même assez particulier. Là, il fera 16 degrés pour la deuxième séance d'essai libre. On verra à combien est l'asphalte, mais ça va commencer à être un petit peu plus délicat. Vendredi, deuxième journée. Donc, toujours horaire de Las Vegas. Vendredi 20h30 pour la troisième séance d'essai libres. La qualif, elle est donc vendredi soir à minuit ou donc non, oui, c'est ça, vendredi. Même moi, je me perds alors que j'ai préparé. Ou samedi matin à 0h. Exactement. Et là, par contre, 10 degrés et pluie pour la qualif. Ça va être sympa. Et donc, le Grand Prix, heure de Las Vegas, c'est samedi soir à 18h. Et ça fera donc dimanche 7h pour nous. 16 degrés. Les conditions météo, alors ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, du côté des organisateurs, on n'y avait pas pensé. Ah Rosebrough, on a dit, quand on a signé le contrat, en fait, on n'avait pas pris en compte la météo, tout simplement. Ça veut vraiment dire qu'on est Ils ont regardé le chèque. Combien il y a de zéro dans l'ambition d'organiser un show, de quelque chose. On s'occupe de tout ce qu'il y a autour du circuit, mais plus tellement des conditions du bon déroulement course, sportif. Du bon déroulement. Est-ce que le circuit est bien configuré aussi pour donner une bonne course? Voilà. Alors là, il y a une ligne droite d'1,9 km, donc ça c'est réglé. Avec le pour DRS les dépassements, en plus. on a vu l'effet caricatural encore du DRS cette année à Sao Paulo, donc je pense qu'on va être assez tranquille là-dessus. Et c'est aussi ça un petit peu qu'on retrouve, c'est que dans une saison où on a un pilote qui est ultra dominant, il faut quand même qu'il se passe quelque chose derrière, et la seule façon de se l'assurer, c'est à coup de DRS, de dépassement un petit peu superficiel. Bon, on verra bien ce que ça donnera. J'espère qu'il y aura de l'animation, mais ce que tu as avancé comme température ambiante et peut-être température de piste aussi inquiète beaucoup les équipes. Elles disent ça va être un saut carrément dans l'inconnu. Dans ces gammes de température, on ne sait pas faire chauffer les pneus, ça ne marche jamais. Donc là, on va peut-être avoir des résultats un peu inhabituels. Oui. Mais c'est peut-être ce que les organisateurs espèrent aussi. D'ailleurs, une sorte. Forcément, on arrive sur un nouveau circuit. Les datas dont disposent les équipes sont pas fiables parce que, alors, elles sont peut-être allées découvrir l'asphalte, mais apparemment, ça a été resurfacé récemment. Comment ce revêtement va réagir à la fin de la première séance d'essai libre, à la fin de la deuxième, comment ça va évoluer? On va partir totalement dans l'inconnu. Ce qu'il faut dire aussi à ceux qui nous suivent, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais clairement, au moment où la première séance d'essai libre va se terminer, dans toutes les usines, partout, chez toutes les équipes de Formule 1, il y a des simulateurs. Et là, les simulateurs vont se mettre à tourner avec des pilotes qui vont essayer, en ayant pris en compte les datas de la première séance d'essai libre, puis de la deuxième, puis de la troisième, d'essayer de savoir comment va évoluer la piste et comment on va pouvoir essayer de s'adapter à ce contexte qu'on ne connaît pas. Alors Pirelli a apporté les pneus les plus tendres de sa gamme pour essayer de les faire chauffer, mais ça c'est un classique sur des circuits urbains de toute façon. C3, C4, C5. Voilà. Alors quant au déroulement de la course, après tu as cité aussi l'arrivée de la pluie possible pendant des séances de qualification. Je ne sais pas si c'est possible ou si c'est annoncé comme
potentiellement probable pendant la course même. Moi, ça me rappelle un peu le Grand Prix de Turquie en 2020 où il faisait froid, où la piste était froide, mais vraiment comme une patinoire, et où Lewis Hamilton avait été absolument transparent pendant la première moitié de la course. Il avait pris soin de ses pneus et puis il avait émergé ensuite en vainqueur à la fin parce qu'il en avait pris soin. Donc il faudra peut-être faire attention à ce scénario qui nous réservera une énorme surprise à la fin. En tous les cas, peut-être peut-on l'espérer si on est obligé d'avoir de telles conditions, mais je ne sais pas si ça déstabilisera Verstappen. La Red Bull exploite très très bien les pneus durs. Ferrari, on a beaucoup de mal. Mercedes, on a beaucoup de mal. Donc les meilleurs, au final, resteront peut-être les meilleurs. On va voir ça. Bon, ce qui paraît aussi fou, c'est les sommes qu'on a évoquées pour, alors non pas la construction de ce circuit, mais les aménagements qu'il a fallu faire autour, notamment la zone du paddock et les stands. On parle de centaines de millions d'euros qui ont été dépensés pour ces installations éphémères. On tourne autour de 240 millions d'euros pour le coût des stands et du paddock, parce qu'en fait, Liberty Media dit nous on va s'installer durablement et on investit là-dedans et ça sera à nous. C'est pas comme à Monaco où on monte et on démonte et c'est terminé sur d'autres circuits en ville. Et ça nous donne des sommes folles, même 500 millions de dollars pour la totalité des acquisitions, parce qu'il a fallu acheter des terrains. Et oui. Et c'est pas donné le terrain à Las Vegas. Je pense J'ai essayé de m'acheter une maison. Et puis après, on m'a dit non. Il faut construire des ponts, construire des voies pour désenclaver des parties de quartier où les riverains voudraient aussi se déplacer, sortir de chez eux. Et puis il y a des questions essentielles de sécurité, des secours, des gens qui ont besoin d'une ambulance, de quelque chose. Prévoir aussi des passages pour ces types de véhicules. Donc c'est extrêmement complexe et c'est pour ça que Las Vegas a prévu pour les 10 prochaines années en fait de fermer le strip pendant la semaine du Grand Prix. Alors, il y a un contrat pour l'instant qui est en place pour 2023, mais ils ont l'intention en fait de signer pour 10 ans. Et tiens-toi bien, Gilles, le prix du plateau, c'est-à-dire que le ticket d'entrée pour avoir une inscription au championnat du monde tournerait autour de 100 millions d'euros. Ce serait même légèrement supérieur à cette somme. Et en tous les cas, x2 par rapport à ce qui se fait au Grand Prix de Miami. Donc là, on a vu très grand. Alors, on va s'intéresser un peu plus au sport et à ces grands prix en ville, parce que on voit quand même que ça se développe. Il y en a 5 cette saison. Il y en a 5, tout à fait. Il y en aura 5 encore l'an prochain. Et c'est pas forcément ceux auxquels on pense qui sont les plus grands spécialistes des courses en ville, Stéphane. Oui, parce qu'on va avoir de ça de plus en plus, parce que le promoteur du championnat du monde souhaite en fait avoir un Grand Prix en ville facilement accessible quand un circuit est à la campagne. On voit des images d'embouteillage, c'est difficile de s'y rendre. Il faut des années pour obtenir la construction de voies de chemin de fer pour arriver sur un circuit. C'est très complexe. Et là, la solution vers laquelle on va de plus en plus, c'est des circuits en ville. Miami en est aussi l'exemple. Mais on se demande, en fait, moi je me suis demandé, mais quel est le spécialiste? Est-ce qu'il y en a un des circuits en ville? Lewis Hamilton, 103 victoires en Formule 1, Michael Schumacher, 91. Combien de Grands Prix ont-ils gagné en ville? Eh bien, figure-toi que Gilles, le roi reste le roi. Eh oui. Il s'appelle Ayrton Senna. 41 victoires, dont 13 en fait sur des circuits en ville, 6 à Monaco, 3 à Détroit, 2 à Adélaïde et 2 à Phoenix. Et il surpasse en fait un certain Sébastien Vettel. C'est le premier pilote moderne qui arrive dans ce classement, avec 9 victoires quand même, suivi de Lewis Hamilton avec 8 succès. Alors, 8 9 succès sur 103 voilà, pour Hamilton. Tout à fait. Et 9 sur 53 pour Vettel. Et puis après, on a quand même Alain Prost qui n'aimait pas ce genre de circuit, 7 victoires quand même. Et puis après, à la cinquième place, avec 5 succès, on a Fernando Alonso, Graham Hill, le roi du Grand Prix de Monaco, Michael Schumacher, quand même. Donc finalement, qui n'était pas un spécialiste des circuits en ville, Max Verstappen et Nico Rosberg. Et je voulais aussi remarquer que Lewis Hamilton, on a l'impression, tous les ans à Monaco, il y a cette impression qui revient, il n'aime pas Monaco. Il n'aime pas Monaco et là on le voit un petit peu, il n'a pas gagné énormément sur des circuits en ville, mais je pense qu'à l'avenir, il faudra vraiment devenir aussi un spécialiste de cet exercice.